question à Paul Ardenne. Tu as vu que le pavillon belge, qu'est-ce que tu penses de l'artiste? Tu as vu le travail écoute, j'ai vu ces deux pavillons souvent liés, tu vois, Belgique et Pays-Bas. Ouais. Moi, la réflexion que j'ai faite, qui ne regarde que moi, mais ils ne se sont jamais remis de l'art conceptuel, les Flamands. À part Yann Fabre, c'est peut-être le seul qui s'en soit remis. Mais sinon, on sent planer l'ombre mortifère de Jan Dibetz. Voilà. Chez Dirk Brackman aussi? Oui, quand même. Il est, là, oui. Brackman, oui, parce que si Brackman, il y a une phrase incroyable, j'ai trouvé de la part de son commissaire ou de l'analyse, c'est il explore en tant que photographe les limites de son médium. Et j'ai envie de dire, c'est incroyable parce que ça fait 50 ans que les photographes plasticiens, au moins, explorent les limites de leur médium. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on peut encore trouver à explorer les limites de son médium. Sinon se tenir à la limite de l'invisibilité, quand on le voit ici, qui est une chose très facile, c'est-à-dire en fait, parce qu'au fond on ne sait plus rien montrer avec la photographie, eh bien on fait ce qu'on peut appeler du presque montré, quoi. On presque montre. C'est pas tout à fait noir, mais c'est presque noir. Et on dit attention ici, attention concept, attention idée, attention métaphysique. On est vraiment dans l'exploration de la limite du médium. Mais écoute, Allons. tu as vu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette biennale? Moi, ce que j'ai retenu, surtout de la partie principale, l'Arsenal notamment, je ne parle pas des pavillons nationaux, je parle de l'exposition générique, supervisée par Christine Massel. C'est une dimension utilitaire quand même très forte. C'est actuellement, je refais, avec ma compagne ici présente, on refait la maison. Et il y a un côté décoration, mon ouvrage, ma maison, qui est vraiment excellent. Papier peint, il y a la section papier peint, il y a la section, on voit beaucoup le lit, l'horizontalité, par exemple comment s'installer, les moquettes, par exemple, on voit aussi la qualité des sols, et voilà, Michel Blasi, on peut faire pousser des plantes dans de vieilles... Moi j'ai plein de vieilles chaussures à la maison, donc c'est voilà. Et puis, ce qui m'a vraiment, j'ai trouvé le plus fort, évidemment, c'est le fameux atelier de Olafur Eliasson. Extraordinaire quand même, cet atelier pour des gens malheureux dans leur vie, des migrants, des gens abandonnés, parce qu'on leur permet de venir ici, on les invite à monter un petit polyèdre en bois. Hein. Bon, on pourrait par exemple, je sais pas, leur faire enfiler des perles par exemple, mais on fait un petit polyèdre en bois, ça fait une forme géométrique, puis on a l'impression que les gens se sentent bien, ils sont rien. Alors on se dit, merde, comment ils ont pu rentrer? Est-ce qu'ils avaient une habilitation pour rentrer, une accréditation? Et puis les jours qui viennent, est-ce qu'on va pas leur dire « Ah mais monsieur, est-ce que vous avez pris votre billet à 24 € pour rentrer ?» mais non, moi je suis un migrant, oui, j'arrive, je viens travailler, je veux me sentir mieux dans l'atelier de Olafur Eliasson. Et puis j'ai peur parce que vous voyez, c'est la fin de la biennale, ça va finir demain, demain je serai abandonné. Vous voyez, donc moi je compte absolument sur cette bien-pensance humanitaire de promoteurs de l'art contemporain pour survivre. J'ai besoin de ça, ne faites pas ça monsieur, laissez-moi rentrer. Donc j'ai trouvé que c'était d'une humanité absolument profonde, pas du tout obscène, hein. C'est pas du tout obscène, c'est d'une générosité incroyable. Là, tu es très critique quand tu dis ça. Ah, pas du tout. Tu as un deuxième degré. Mais pas du tout, je trouve ça... Mais... Quand même un petit peu. J'ai toujours espéré ça. Quand même un petit peu. Mais non. Mais oui, non, mais je lis dans ton deuxième degré, c'est très bien. Voilà, oublie mon deuxième degré. Je suis un peu de ton avis à ce niveau-là. Bon, très bien. Mais il y a quand même des choses à changer quand même dans ce spectacle permanent, ce blockbuster que tu as vu. Il ne faut rien changer, c'est très beau. Ici, c'est là. On est dans ce qu'on pourrait appeler la biennale de la frustration. Bon, en fait, les artistes sont frustrés d'avoir été choisis, mais peut-être pas assez montrés. Les gens qui viennent sont frustrés qu'on les regarde pas assez. Donc, tu as vu les dress codes, tout le monde a un dress code un peu exceptionnel pour qu'on le remarque. Bon, il y a une dimension selfique très très forte ici et on sent cette frustration partout. Et il n'y a aucun lieu au monde où on sente une telle frustration et où une telle frustration s'expose. Et c'est assez habile de la part des organisateurs de la Biennale d'art contemporain de Venise parce qu'ils font croire que c'est une biennale d'art, mais en réalité c'est une exposition de frustrés en circulation. C'est une sorte de grand zoo de la frustration internationale à laquelle l'art contemporain sert de vecteur d'existence, de valorisation personnelle.
narcissique, de dire voilà, moi je suis à Venise, quand même c'est important ici, ce qui se passe ici est important. À ce niveau-là, quand même, le challenge avec la Documenta qui n'a pas misé sur la stérilisation. Ouais. Alors là, cette année c'est dur quand même, parce que je sens que la Documenta a foiré son truc quand même. En plus déjà aller à Athènes, ça fait chier tout le monde, quoi. Bon, il se serait mis encore, je sais pas, à Naxos, il serait mis dans la mer Égée par exemple, oui, mais Athènes c'est triste. Se mettre du côté des anti-stars, ce n'est pas intéressant pour toi? Je sais pas, j'en sais rien. Tu l'as vu quand même? J'y vais la semaine prochaine. Ah ouais, donc tu n'as pas mais je venais là, je voulais venir me charger un peu en frustration. Et la France, parle-en. Le pavillon français. Parlons de Xavier. On a de la chance, on a un artiste, on le trouve partout. On le voit, il expose à Versailles, il vend il y a une espèce de il vend du mobilier urbain. Il y a une espèce de surenchère dans le monde entier. Français. Chaque fois que je vois un pavillon français, ouais. On en rajoute une couche. Sans blague. On a toujours envie d'en faire plus. Ah bon? J'ai toujours cette impression. Moi j'ai plutôt l'impression que... Enfin, avec Boltanski, on avait fait moins quand même, plutôt moins. Avec un autre messager, on avait fait moins, quand même moins que plus. Et puis, il me semble qu'avec Céleste Boursier-Mougenot, on a vraiment fait moins la dernière fois que plus, parce que les belles petites machines ne fonctionnaient pas. Xavier Veillant, tu es bienveillant. Oh, jeu de mots, ça, à la belge. Non. On pourrait dire, si tu pourrais dire macronique en tant que journaliste, mais moi qui suis français maintenant avec un président macronique, tu vois, je te renvoie la chose. Non, je pense que c'est tout à fait attendu. On a 2 commissaires ici qui supervisent l'opération, qui sont des commissaires pur port establishment. Lionel Bouvier, respectable d'ailleurs. Et puis Christian Marclay, artiste, c'est vraiment le musicien, l'artiste tu te rappelles de cette œuvre Clocks qui avait défrayé la chronique, ou Hours plutôt, les heures, etc. Donc Xavier Veillant ici fait ce qui est absolument attendu. D'une certaine manière, c'est non pas faire ce qu'il fait, ce qu'il vend partout dans le monde, c'est-à-dire ces objets recyclés par Perrotin à des milliers d'exemplaires, de mobilier urbain, bon, des personnages comme ça un peu en bois, travaillés un petit peu avec des formes numériques. De ce marketing, voilà, mais non, mais là, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut un prix à Venise, il y a quelque chose de plus intéressant. Mais alors ça m'étonne parce que quand même le standard studio d'enregistrement, c'est quand même un vieux standard. Il me semblait que c'était un standard années 90, tu vois. On a vu beaucoup ça avec Fabrice Hibert. Ouais, Fabrice Hibert nous avait déjà fait le coup du studio, mais lui, il avait choisi la télé. C'était plus logique, et choisir la musique maintenant, au moment d'une civilisation numérique quand même, où finalement la musique... Bon, on n'a plus besoin d'instruments, il suffit, si jamais je pète par exemple ici, je peux transformer ça avec une platine MIDI sans aucun problème, et je peux faire du Wagner contemporain avec. Donc je trouve que c'est assez vieux. Et par contre, je vois que le lobby du contreplaqué a dû apprécier ce genre d'œuvre. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que les lobbyistes du contreplaqué aient financé un peu cette œuvre, parce que ça permet de montrer... Je reviens sur la notion d'équipement de la maison. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois même qu'avec du contreplaqué, tu peux équiper ta maison. Et de ce point de vue, cette biennale est intéressante pour quelqu'un qui cherche d'abord à exister personnellement, à vaincre un peu sa frustration, d'une part, et d'autre part, à quand même vaincu, triste, rentrant chez lui, se reconstituer un home, quand même une demeure qui sera quand même vivable, au moins pour lui, pour cette personne, tu vois. Donc je pense que cette biennale est vraiment une opération humanitaire. Je pense que c'est une belle opération humanitaire. Une belle formule. Voilà. Bien, je te donne une invite pour mon pavillon. Je te préviens que tu ne verras pas parce que tu es... Bon, ben, je suis désolé de ne pas... je suis pas du tout fatigué. Tu es amateur de Fluxus, bien sûr. Oui, alors les Fluxus. Le fameux Fluxus, dans le manifeste évidemment de Massiunas de 1965. C'est pas les artistes, c'est les joueurs d'échecs qu'on met au centre. D'accord. La périphérie, c'est l'artiste principal. Oui, je vois notre ami Duchamp ici, grand joueur d'échecs devant l'Éternel. Il est en périphérie. Très bien. La question du point il serait peut-être bien de le remettre un peu en périphérie. Et il y est là. Il y est. Bon, il y est déjà. Donc voilà, on peut montrer Marcel Duchamp ici, dans la périphérie, ici, et une promotion du Fluxus SNES. Mais oui, on est dans le marketing là. Voilà. Très bien. Alors, tu présentes un livre, le dernier livre que tu viens... Là, je exister heureux les créateurs, mais point d'interrogation. Et alors, tu reconnais Pistoletto, c'est à la Biennale. Et ce qui est le plus intéressant, bien évidemment, c'est pas tant Pistoletto avec son maillet en bois en train de casser ses miroirs, tu connais l'histoire.
sous lesquels d'ailleurs pour certains tu découvres des mots d'espoir, hope, espoir, tu vois, happiness, bonheur. Voilà, donc des mots généreux, encore une fois, c'est pas ça. J'ai un grand respect pour Pisotto, mais sincère. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit derrière, c'est-à-dire finalement comment. C'est nous, quoi, finalement. C'est nous, oui, c'est un peu toi d'ailleurs, j'ai envie de dire, avec ta caméra. Moi, j'ai pas de caméra. Je pense que j'étais là, jour. Tu es peut-être dans l'image, il faut que tu cherches, tu vois, si on cherche bien. Et j'ai envie de dire, artiste, encore un effort pour être un peu plus visible encore dans ce cadre-là. Voilà. Donc là, tu es critique par rapport à Pisotto. Et en plus, l'éditeur est belge. Donc voilà. Et je dirais ici. La Muette. Voilà, je dirais ici, c'est un éditeur de Bruxelles et de Bordeaux. Bruxelles, Bordeaux. Juste un mot. Tu te moques des créateurs. Pas du tout. Je dis ici, je dis la Belgique, je répète ce que dit en 1938 Paul Claudel. Il dit, cette formule historique, il dit « Le salut viendra de la Belgique ». Alors, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais je ne me moque pas des créateurs, je pose juste la question, sont-ils heureux? Et tout ce que je vois ici dans cette grande opération vénitienne me stipule que non, ils sont plutôt très malheureux. Tu as remarqué comme moi que c'est le moment où jamais, je dis bien les journées professionnelles uniquement, pour un artiste de faire sa petite performance qui sera documentée. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de créateur. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'artistes. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a beaucoup trop d'artistes? Il y a beaucoup de gens qui se disent artistes, mais finalement qui ne le sont pas plus que n'importe qui. Non, donc il y a une espèce de non, mais c'est très surenchère, violent ce que tu dis, parce qu'on sent derrière l'idée de surenchère, on sent chez toi une volonté génocidaire. Tu aurais envie qu'il y ait moins d'artistes, tu vois. Non, mais il y en a, il y en a beaucoup trop, je crois qu'il Mais non, parce qu'ils ont une fonction. Ce sont ces artistes qui, pour l'essentiel, font vivre tous ces mondains, toute cette mondanité, tous ces François Pinault, tous ces Bernard Arnault, tous ces charognards, en quelque sorte, ces dépeceurs, on pourrait dire, du monde de la création authentique, c'est-à-dire celle qui est expérimentale. C'est la seule. Aussi. Voilà, les médias. Bon, quand par exemple, tu as Damien Hirst chez Pinault, par exemple, à la Pointe de la Douane, Palazzo Grassi. Bon, c'est d'une nullité absolue, je veux dire, mais c'est monumental, c'est magnifique, ça te raconte une belle histoire. Voilà, on a retrouvé les vestiges d'un naufrage ancien, comme ça, avec des formes d'aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est bien, ça te raconte une petite histoire on pourrait dire d'un regard dominant porté sur ce monde par un artiste, alors que c'est juste une énorme construction médiatique qui produit une sorte de consensus acritique. Bon, il y a beaucoup à voir, il n'y a rien à penser, évidemment, ça a coûté beaucoup d'argent, et surtout c'est grand, c'est monumental. Et ça impressionne. Les gens disent « Oh là là, c'est grand ». Ça, quand tu dis « Oh là là, c'est grand », tu vois, le « Oh là là », c'est un peu comme cet artiste australien, Ron Muke, tu vois, ou néo-zélandais. Tu vois, les gens, tu vois un type qui est accroupi, un jeune homme, qui est accroupi, une sculpture, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, depuis Rodin, un jeune homme accroupi. En revanche, s'il fait 7 ou 8 mètres de haut, on dit qu'est-ce que c'est beau, c'est grand, un jeune homme accroupi par Ron Muke. Tu vois, le monumental donne. Voilà, ça c'est ce qu'avait compris. Est-ce qu'on est encore dans le mot artiste avec Damien Hirst? On est dans l'entreprise. Le mot artiste est un mot qui a été créé, la première apparition daterait de 1532 en Italie, qui vient du mot ars, du latin. Ars veut dire le métier, ars artes, c'était les corporations, les artistes. Un graveur, un sculpteur, était un artisan, essentiellement. Absolument. Et à partir de 1532, on donne ce sens, l'homme d'un métier difficile. C'est-à-dire qu'on commence à consentir à l'idée que le métier d'artiste est peut-être plus difficile que, par exemple, celui du pâtissier. Celui qui, par exemple, peint Dürer est peut-être plus important que le boucher de Nuremberg. Enfin, quand je dis le boucher de Nuremberg, il faut que je fasse attention parce que ça fait référence à un tueur en série. Disons que le pâtissier de Nuremberg, on va dire comme ça, la ville où vit Dürer. Alors, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que le terme artiste aujourd'hui soit un terme encore très approprié, parce que je ne vois pas en quoi la plupart des créateurs, ici en tout cas, se montraient, mais je ne veux pas être injuste, ni regarder les choses de haut avec mépris, comme si j'étais Dieu, ou un juge absolu. La plupart des artistes ne font pas un métier difficile, il me semble, c'est pas très difficile, sauf à maîtriser tous les codes, pour la plupart d'entre eux, de la notoriété, de l'élection, de l'amitié commissariale, comme par exemple, je voyais tout à l'heure, et je finirai par là parce que je dois aller faire ma conférence, donc voilà. Je voyais tout à l'heure sur le quai, nous sommes dans les journées professionnelles, après-demain ça n'existera plus, un artiste avec un nom Franck Ou.
Franck Hu. Franck, ça fait américain, il n'y a pas de C, Hu, c'est chinois. Tu imagines un homme sandwich, voilà, il est habillé, je sais pas, en rouge, en blanc, comme ça. Il porte un énorme truc sandwich. Et il y a marqué dessus, voilà, là-dessus, t'imagines ça, il y a marqué Sleep, sommeil, performance discreetly presented by Franck Hu. Et on voit, donc juste dessous le terme sleep, on voit comment dire, un protège-slip féminin avec du sang dessus, les règles, je sais pas, une incontinence quelconque. Et surtout, ce qui est très intéressant, voilà, donc le type se promène et il s'arrête tous les 10 mètres, il fait une pause de 20 mètres, il s'arrête, alors les gens photographient, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que de part et d'autre, comme les ailes d'un ange, la jointure des ailes d'un ange, de son panneau, en quelque sorte, où il présente cette œuvre, cette performance, il y a deux noms. Il y a Hans Ulrich Obrist à gauche et Huan Ru à droite. C'est-à-dire que ce pauvre artiste, en fait, en plus de porter son panneau, tu vois, comme ça, en plus de porter son truc, il faut qu'il porte le poids de ces deux curateurs de dimension mondiale qui, finalement, disent « Vas-y, nous te protégeons, tu es avec nous, regarde, nos noms sont mentionnés, donc tu peux y aller, tout le monde va regarder ce que tu fais. » Quel est le rôle aujourd'hui d'un commissaire, d'un critique comme c'est quoi finalement? Normalement, ils devraient rester ce qu'ils sont, c'est des animateurs culturels. Des gens qui animent ou qui se mettent au service des artistes. Donc là, tu veux dire qu'ils sont un peu piégés par le système? Non, ils sont pas. Aujourd'hui, ils ne sont pas piégés par le système. Ils nourrissent le système, ils le font. Bien évidemment, ils le font tenir et ils sont bien évidemment plus importants. C'est très intéressant de voir cette œuvre. Finalement, on a un pauvre artiste qui là, il doit être supporté par deux commissaires très à la mode qui représentent l'establishment international de l'art. Ce qui est pire dans l'art d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par faux amis? Faux amis, tiens, voilà, il faut filmer. Voilà, peut-être parmi, là, tu as une peuplade de faux amis de l'artiste. Tu vois, par exemple, énormément de gens ici sont des gens qui dirigent l'institution artistique. Tu vois, ils ont besoin des artistes. S'il n'y a pas d'artistes, on ne peut rien mettre dans ces institutions artistiques. Mais, attention, si jamais, par exemple, tel artiste cesse d'intéresser ou de faire vraiment ce qui intéresse ou ce qu'attendent ces directeurs d'institutions, eh bien, évidemment, l'amitié va fraîchir, tu vois. Et voilà, bon, c'est comme ça. Bon, bref, tu connais ça. Oui, d'accord, ok. Bien, allez, je dois merci. Où est-ce que je peux trouver ton bouquin à la Meute BDF.